Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo hebdomadaire comme chaque lundi et nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2021. Avant de débuter, je voulais m'excuser pour ce matin lors du Good Morning Market, il y a eu un problème de son. Donc les 10 dernières minutes sont sans son. Donc problème technique, hein, je ne sais pas quelle en est la cause, je pense que ça vient de mon ordinateur, mais je vais y remédier, on se rattrapera dès demain. Alors quel est le sujet du jour? Le point hebdomadaire. Un an après le crash, on va faire l'état des lieux en 10 graphiques. On va parler de beaucoup de choses. On va parler des baisses et des reprises considérables, même parfois exceptionnelles, du jamais vu à certains points. On va parler également de la réserve fédérale américaine. On va essayer de voir qui fait un pari risqué. Nous allons tenter de savoir si elle ne s'aventure pas dans un terrain, sur un terrain dangereux. On va parler bien entendu d'inflation, du marché obligataire, on va parler du billet vert. Donc voilà pour les différents graphiques que nous allons aborder aujourd'hui. Ils sont très exactement 10 et nous permettront de faire l'état des lieux de cette année exceptionnelle depuis la propagation du coronavirus. Mais avant d'enchaîner sur l'actualité récente, l'actualité de la semaine, nous allons commencer par le traditionnel rappel légal. Nous enchaînons à présent sur l'actualité de la semaine. Un DAX qui reste très fort aux alentours de son record historique, un S&P 500 proche des 4000 points en raison de la baisse de l'inflation PCE. À noter également les valeurs des médias qui sont en net repli et les mystérieuses opérations bloquées sur Viacom et Discovery. Ce serait dû notamment à des appels de marge sur le fonds Archegos. On en a parlé très brièvement ce matin, on va le détailler dès demain. Et l'Evergreen qui devrait être libéré très prochainement. Et actuellement, les cours du pétrole repartent à la baisse, notamment en données H4. Pensez à ce graphique du WTI avec le nuage Ishimoku, le nuage Ishimoku qui a joué comme dernière résistance et un repli au contact de cette dernière. À l'heure actuelle, on repart à la baisse, même si on a quand même pas mal progressé, hein. On aurait pu baisser avant d'atteindre de tels niveaux, mais en tout cas, le nuage a joué son rôle et les cours se rebaissent repartent à la baisse face à un facteur de très court terme, hein, ce blocage du canal de Suez, alors qu'il y a des préoccupations bien plus inquiétantes de moyen, voire long terme. Le calendrier économique cette semaine sera chargé. Demain, on prendra connaissance du conference board, de l'inflation allemande. Mercredi, le marché du travail avec l'ADP, mais également l'inflation en France. Jeudi, l'ISM, et c'est l'indice des prix qui sera surveillé concernant cet ISM. Et vendredi, encore le marché du travail à l'honneur avec le NFP, le rapport sur les emplois non agricoles. Et à droite, l'image qui a le plus circulé, qui a été le plus partagée la semaine dernière, cette distraction de court terme pour les marchés alors qu'il y a des questions beaucoup plus importantes. On passe au focus de la semaine, un an après le crash, 10 graphiques. On va essayer de voir ce qui s'est passé ces 12 derniers mois sur différents indices, hein. Ici, devant vous, sur le graphique de gauche, vous retrouverez le code couleur des différents indices, le DAX, le S&P 500, le Nasdaq, le SPA 35, le CAC, et j'en passe, le Russell 2000 également, et ce que l'on peut constater, on a eu l'indice le plus faible, le SPA 35, l'indice espagnol, qui a repris près de 40% après le repli suite à la propagation de la pandémie. Et l'indice le plus fort, hein, ici, le Russell 2000, qui a progressé, qui a flambé de plus de 120%. Ce sont les small caps américaines. Le Russell 2000, hein, on voit ici 120%, SPA 35 près de 40%, le DAX, alors je reviens, excusez-moi, le DAX près de 70%, le Nasdaq 86% et j'en passe. Donc des rebonds considérables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le marché haussier le plus rapide. S&P 500, plus 70% en un an depuis son point bas. Ici, on retrouve les rallyes en un an depuis 1950, hein. On n'a jamais vu ça, un marché haussier aussi rapide. Il faut savoir qu'il a également progressé de 70% depuis son point bas sur 2 ans. Ici, le graphique concernant les rallyes sur 2 ans depuis 1951. Alors, donc concrètement, on a eu le marché baissier le plus court de l'histoire, un marché baissier qui a duré un mois et le marché haussier le plus rapide. C'est le premier constat après ces deux graphiques que nous avons
pu constater, donc une situation assez exceptionnelle. Troisième graphique, c'est également le marché le plus surévalué. Cela, on le voit grâce au Price Earning Ratio, le ratio court-bénéfice que l'on retrouve ici, hein. On est à des niveaux records, on atteint des sommets, donc les cours sur les bénéfices, c'est-à-dire qu'on est clairement surévalué sur les marchés boursiers par rapport aux bénéfices. C'est ce que veut dire ce ratio concrètement, hein. Il ne faut pas le chercher plus compliqué que cela. Il y a également le ratio price to sales, le PS, qui atteint aussi des sommets, hein. Ici, ce sont les cours sur les ventes. Et nous avons ce fameux ratio que nous avons déjà abordé plusieurs fois, dette marginale sur PIB, qui atteint également des sommets. Donc le marché le plus surévalué, entre guillemets, hein, que l'on ait jamais connu au vu de ce graphique numéro 3 qui comprend trois graphiques, un concernant le PE, un concernant le PS et l'autre concernant la dette marginale sur le PIB. Graphique numéro 4 à présent, c'est ce fameux dot plot de la Réserve fédérale américaine, hein. C'est un graphique en point, hein, si je puis dire, de la Fed. Et donc, il est utilisé par la Fed pour indiquer ses perspectives concernant l'évolution des taux d'intérêt dans le futur. Et pour le moment, ce que l'on voit ici, c'est que les responsables de la Réserve fédérale américaine ne prévoient aucun changement de politique cette année et même les années à venir, avec des taux proches de zéro jusqu'en 2023, hein. Ce n'est que par la suite que l'on voit une hausse des taux. Et donc, des taux qui sont statu quo, hein, lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. C'était la huitième réunion consécutive en statu quo après avoir pris des mesures d'urgence. Souvenez-vous, lorsque la pandémie avait éclaté il y a plus d'un an. Et donc, à ce moment-là, la Fed avait réduit son taux d'un point. Est-ce que le balai va continuer? En tout cas, ce graphique, ce dot plot, selon la Fed, hein, on est amené à penser que oui. Pour elle, nous avons 3 ans de croissance économique rapide. Graphique numéro 5 et 6, nous allons parler quantitative easing, assouplissement quantitatif, mais également les besoins d'emprunt du Trésor. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des programmes, les QE, les programmes d'achat d'actifs vont être beaucoup plus importants qu'avant la pandémie, mais la Réserve fédérale américaine a acheté une énorme quantité d'actifs en 2020 et donc le Trésor américain a pu en disposer comme un coussin de liquidité. Mais en parallèle, une partie des besoins d'emprunt de cette année devrait être financée sur le marché, ce qui devrait drainer justement des liquidités. Sur le graphique de gauche, on retrouve justement les QE de la Réserve fédérale américaine, de la BCE et de la BOJ cumulés. Et à droite, on les voit, ces besoins d'emprunt du Trésor qui sont faramineux, et le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale américaine prévu pour 2021. Donc on comprend très rapidement qu'il y aura une partie des besoins d'emprunt du Trésor américain qui devra être financée directement sur le marché et donc drainer considérablement les liquidités. Les graphiques 7 et 8, et on se concentre sur le marché obligataire. On a beaucoup parlé, hein, de la hausse des taux longs. Et ici, on peut le constater ici, une hausse des taux longs qui se caractérise par une baisse des prix des obligations américaines à long terme, qui sont déjà sous leur niveau de pandémie. Donc les taux de ces obligations américaines sont au-dessus des niveaux de pandémie, hein. Je vous rappelle la relation inversée, le prix de l'obligation baisse, donc le taux, le rendement augmente. Et cela est dû aux attentes d'inflation qui sont beaucoup plus élevées et les énormes besoins d'emprunt. Et on est déjà, sur ce marché obligataire, on est déjà survendu. On atteste le graphique de droite. Ici, nous avons la déviation, l'écart par rapport à la moyenne mobile à 200 jours, hein, et on est à un niveau de survente. Est-ce qu'on peut considérer que c'est sous-évalué au vu donc des attentes, hein, de croissance économique? Pas si sûr que cela, mais en tout cas, il faut savoir que nous avons déjà atteint nous sommes en train d'atteindre actuellement ce seuil au vu de l'écart par rapport à la moyenne mobile à 200 périodes du 30 ans américain. Voilà pour les graphiques 7 et 8. Graphique 9, bien entendu, l'inflation qui est un facteur et qui sera un facteur décisif, et sa trajectoire, c'est une grande inconnue. Pour le moment, il y a deux scénarios que l'on retrouve sur le graphique de droite, le scénario optimiste en bleu et le scénario pessimiste en orange. Donc ici, ce que souhaiterait la Fed, c'est que le scénario du début des deux derniers cycles se répète, hein, mais si l'inflation,
la pression inflationniste se matérialise, c'est-à-dire que si nous sommes sur le scénario pessimiste, la Réserve fédérale américaine sera contrainte de resserrer sa politique monétaire bien avant ce qu'elle avait prévu, hein, comme on l'a vu sur le dot plot, sur le graphique en point. Et si ce scénario venait à se matérialiser, le gouvernement américain aurait le plus grand mal à rembourser son déficit qui est déjà colossal. Donc voilà pour l'inflation, on va terminer par le billet vert. Le billet vert qui retrouve actuellement des couleurs, hein. On en a beaucoup parlé niveau Ishimoku avec ce graphique hebdomadaire, mais également le graphique journalier, un signal d'achat validé par la Chikuspan. La situation est très compliquée, hein, pour le billet vert. Pour le moment, le consensus tablait pour un affaiblissement du billet vert, ce qui serait favorable aux actifs risqués. C'était le cas entre mars 2020 et début 2021. C'est ce que l'on a pu voir et je vous rappelle d'ailleurs encore une fois ce graphique hebdomadaire, on s'est fortement replié alors que l'on était dans un petit canal haussier. La situation par contre semble changer pour le moment. Et ce qui propulse le billet vert à la hausse, c'est tout simplement la hausse des rendements américains, ce qui pourrait effrayer les marchés, entraîner une certaine panique. Ici, on peut le voir, cette reprise du billet vert, nous avons eu un repli qui a été considérable, mais on retrouve des couleurs. Et ici, vous retrouverez même, hein, à vue d'œil ce précédent. Vous arriverez à reconnaître le graphique hebdomadaire. Vous avez ce précédent canal haussier à ce niveau-là et nous avons le repli qui a été assez conséquent pour atteindre un creux et actuellement on est en train de se redresser. Ici en noir on retrouvera la moyenne sur 20 ans. Voilà pour ces 10 graphiques, voilà pour cet état des lieux de cette dernière année exceptionnelle en plusieurs, en se basant sur plusieurs paramètres. On a commencé, hein, par la rapidité de la baisse, mais également la rapidité et l'amplitude de la hausse, la surévaluation, une Fed qui garde le cap, hein, qui s'attend à une reprise très rapide pendant jusqu'au moins 2023. Nous avons parlé d'inflation, nous avons vu les deux scénarios et nous avons terminé avec le billet vert. Ce qui nous attend cette semaine, pardon, en termes de calendrier économique, l'ISM, tous les regards seront fixés sur les prix. Ce sera vraiment la composante qu'attendent les marchés, hein. Entre autres, cette semaine, il faut savoir qu'il y a des rapports sur le marché du travail, le NFP vendredi et l'ADP mercredi. On a des données flash sur l'inflation du mois de mars en Allemagne et en France. Ça, ce sera mardi. On a la conférence des consommateurs du Conference Board. Ce sera mardi également. L'ISM américain, jeudi, lui, sera la publication la plus importante et c'est la croissance des prix, hein, qui sera scrutée. Est-ce qu'on va atteindre des nouveaux records? Ici, on retrouve la croissance des prix, l'indice des prix justement concernant le secteur manufacturier en bleu et le secteur non manufacturier ici en rouge, hein. Tous les yeux seront scrutés vers ce sous-indice. Le NFP également. Il faudra une reprise significative, hein, même si le rapport de février, le rapport NFP de février était bon, c'est une reprise qui reste insuffisante, hein. On le voit ici, on le voit d'où on est tombé et l'impact de ce NFP est beaucoup plus faible parce que les ménages américains ont commencé à percevoir justement leur chèque de relance et donc l'inflation pourrait repartir même dans un contexte de faiblesse du marché du travail avec cette hélicoptère monnaie, avec tout cet argent qui est distribué. Le marché du travail n'est plus une composante essentielle à une reprise de l'inflation, avec tous ces chèques qui vont être reçus par les Américains, qui commencent à être reçus par les ménages américains. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette vidéo hebdomadaire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre temps. On se donne rendez-vous pour le prochain Good Morning Market dès demain matin, hein. Cette fois-ci, pas de problème de son. Alors, j'étais vraiment dans l'incapacité, d'un point de vue du temps, de refaire un enregistrement, hein. Sinon, lorsque j'ai des problèmes habituellement techniques, je refais l'enregistrement du Good Morning Market. Cette fois-ci, c'était impossible, mais on va s'attarder demain un peu plus longtemps lors du prochain GMM. Merci à toutes et à tous, excellente fin de journée et à demain. Au revoir.